Allez-y. Merci. Alors, moi, j'ai trois petites questions. Alors, la première question concerne les personnes qui sont interrogées. Moi, je me pose la question sur l'échantillonnage. Est-ce que c'est représentatif au niveau des questions? Ça, c'est la première. La deuxième question, ça concerne les compétences. Alors, vous les avez mis en ordre. Et d'ailleurs, ça a été dit quelque part, parfois on trouve des notions de compétences qui ne sont pas mises en ordre. Moi, à mon avis, il faut les mettre par des coefficients d'importance. Et comme ça va constituer un puzzle avec des coefficients d'importance selon la situation. Et la troisième question, quand j'ai vu parmi les compétences, vous avez mis les types, alors qu'on a commencé à parler de l'intelligence artificielle. À mon avis, c'est un critère que vous devez introduire. Et là, je pose la question, moi je ne suis pas du domaine, je suis du domaine informatique, mais je ne suis pas du domaine de l'éducation, quelle est la part que vous avez donnée au niveau des centres de formation à l'appui par les outils de l'IA. Merci. Je vais vous inviter pour voir si vous avez répondre à cette question. Merci pour les questions. Donc, je vais essayer de réagir sur l'échantillonnage. Oui, tout à fait. L'échantillonnage n'est pas représentatif si on veut utiliser des recherches, bien sûr, statistiques. Mais nous, notre souci, c'est de recherche compréhensive, c'est-à-dire on essaie d'expliquer le phénomène, et on ne s'intéresse pas généralement à l'échantillon. C'est vrai que les choses, on ne peut pas dire qu'il va générer de recherche généralisée, mais nous, on essaie de caractériser l'entrée de l'outil à travers les outils qu'on a développés dans le domaine de recherche, dans ce projet-là. Et c'est ça, la recherche clinique, à mon sens, il ne correspond pas, bien sûr, à l'échantillon, même si l'échantillon, il peut donner si on veut l'utiliser. C'est vrai qu'on a utilisé les écarts, ça, mais j'ai dit dans la présentation que nous avons utilisé seulement pour avoir un évident ensemble, mais ce n'est pas pour généraliser. Oui, c'est une question pertinente, mais nous sommes conscients de cela, mais notre recherche, comme je dis, est compréhensible, on cherche à utiliser. C'est vrai que c'est comme ça qu'on. Oui, concernant la question sur les compétences, comment on a procédé? On a pris les items des enseignants. On sait déjà que quelle compétence, c'est un verbe, c'est une classe d'équivalence, c'est un ensemble constitué d'éléments. Quand je dis la compétence C1, elle est composée de éléments 1, éléments 2, éléments 3 avec une famille de situations. Alors comment on a procédé? On dit que, parce qu'on a adopté le référentiel générique qu'on a construit à partir du droit français de l'AEF. Donc quand on voit un état sur le sens, on dit que ça fait partie d'un élément de la compétence telle. Donc on a regroupé, donc on a indexé chaque élément de réponse par une compétence donnée. Une fois qu'on a indexé ces éléments-là, on a dit maintenant on va revoir le poids de chaque enseignant donné à ces éléments-là. Comment on a procédé? On a dit par exemple, supposons qu'il a proposé 10 réponses, 10 items. Alors que ces items, ils se classent dans cette compétence. Donc il y a 3 qui se répètent. Et dans ce sens-là, on doit revoir son taux d'importance à 7. On doit le ramener à 7. Parce que normalement, s'il a donné 7, il va donner 1 à 7. Comment on va faire quand 2 sont proposés? Donc on va revoir l'importance selon ce nouvel ordre, de telle sorte à ce qu'on va faire, ça c'est 1, ça c'est 2, c'est comme ça qu'on a procédé pour revoir l'importance, et c'est comme ça qu'on a fait pour calculer. Par rapport à notre vision, ça fait partie des outils technologiques. Donc c'est un outil
de point de vue didactique, c'est quelque chose qu'on va exploiter et qui va nous aider à réaliser des activités. Donc le support de notre activité, c'est un plus. Donc on va l'intégrer comme un outil. Donc on va l'instrumenter. C'est dans cet esprit-là. Parce qu'il va nous détacher de certaines activités qu'on ne va pas faire, parce qu'il va le faire, mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va apprendre par rapport à cette utilisation. C'est exactement comme, je vais prendre l'exemple que je utilise beaucoup, c'est en maths. En maths, on utilise par exemple les instruments, la calculatrice. La calculatrice, je peux calculer facilement 57 fois 66, ça me donne exactement, je n'ai pas besoin d'apprendre la table de multiplication. Donc je me suis libéré de la table de multiplication. C'est une tâche qui sera exécutée par la calculatrice. Mais maintenant que la calculatrice me détache d'un ensemble d'activités, ce n'est plus la peine. Donc on n'a plus besoin par exemple d'apprendre les tables de multiplication, un certain nombre de choses. Ça, elles seront faites par l'instrument. Par exemple, c'est la même chose. Donc je fais cette analogie par rapport à l'intelligence artificielle. Parce que je ne suis pas informaticien, mais je fais cette analogie comme étant un outil que moi je peux exploiter. Parce que j'exploite l'intelligence artificielle, je cherche ce que je peux faire avec. Donc je cherche ces manières de faire. Donc il faut laisser à l'intelligence artificielle ce qu'on doit faire et chercher comment on peut l'exploiter comme étant un outil. C'est dans cet esprit-là que je connais Est-ce que ça fait partie des compétences que doit apprendre dans cette elle fait partie de la compétence d'utilisation parce qu'il y a beaucoup de sociétés autistes. C'est comme ça que je le vois peut-être. Au revoir. J'aimerais seulement ajouter à ce qu'a dit M. d'abord, c'est que parmi les compétences qu'on a présentées, les 12 compétences à partir de la comparaison des référenciers du Canada et français, etc., on a fait émerger l'intégration des titres. Ça, d'une part. Lorsqu'on était en train de faire émerger les données à partir du terrain, il y a des enseignants et des formateurs qui ont placé l'intégration des TIS dans le métier d'enseignement en 4e niveau. C'est-à-dire après les compétences disciplinaires et les tactiques pédagogiques, il y a la langue aussi d'enseignement, et puis en 3e, dans le 4e, l'intégration des TIS. Lorsqu'on parle des TIS, c'est général, c'est tout l'outil technologique. L'intelligence artificielle, le problème qui se pose, c'est comment on va utiliser cette intelligence artificielle dans l'enseignement. Est-ce qu'on peut l'utiliser par exemple comme assistant pour l'enseignant? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour concevoir des évaluations? Il y a beaucoup d'interrogations qui se posent pour l'usage des technologies. Mais il faut savoir que c'est un sujet qui est d'actualité et l'enseignement ne peut pas être en dehors de son usage. Merci beaucoup. Juste, je me permets de contribution sur ce que vous avez entendu. Il y a la question du carrière, par exemple. Donc, c'est vrai que l'aspect IA, il est absolument fondamental parce que l'IA, alors intelligence en anglais, c'est pas intelligence en français. Déjà, c'est pas de l'intelligence, c'est juste de la mécanique robotique. Mais derrière, il faut que les jeunes continuent à écrire par eux-mêmes. Et donc, il y a l'outil de compilation, vous connaissez peut-être, mais c'est vraiment un réel enjeu sur les enseignants. Enfin, la lutte contre le plagiat et le fait d'obliger les étudiants à créer eux-mêmes. Voilà, une deuxième question, ensuite on aura deux autres questions. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je présente le professeur Michel Lebitte, directeur du Centre d'information, d'orientation et de carrière de l'Université Saint-Paul, en même temps professeur à la faculté d'économie de gestion au Stade. Alors, je commence, bien entendu, par remercier le comité d'organisation pour cette magnifique retrouvaille autour des soft skills. Ceci dit, j'ai 2-3 points clés que j'aimerais bien effectivement avoir votre point de vue là-dessus et peut-être vous interpeller là-dessus. Alors je commence tout d'abord par ce qui me paraît très saillant. Et depuis ce matin, je m'attendais à ce que quelqu'un prenne l'initiative d'en parler. J'ai l'impression que personne effectivement n'a fait ce qu'il fallait. Quid les apprenants. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis ce matin, les apprenants, ces étudiants dont on parle, cette génération Z, est totalement absente de ce qu'on fait.
Ne serait-ce que dans un pareil meeting, il me paraît, peut-être le format de l'événement ne le permet pas, mais j'aurais aimé qu'il y ait des étudiants parmi nous, parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est eux, effectivement, qui ont le droit de regard sur ce que nous faisons. Et on continue encore à raisonner bottom-up, enfin plutôt top-down, comme si, effectivement, c'est toujours nous, la tête pensante, par rapport à ce qui se fait, ce qui doit être réformé, alors que c'est eux, effectivement, qui sont le maillon fort, justement, de tout l'édifice. Ça, c'est la première remarque. Alors, quand je parle des apprenants, je parle de cette génération Z. Je ne sais pas si on est tous d'accord sur la définition de cette génération Z, et peut-être la pyramide d'âge, justement, concernant ça. On parle d'une génération qui est née en 97 et jusqu'à 2012. Là, c'est comme ça que c'est classifié, justement, cette génération Z. Les études sociologiques parlent d'une génération qui a une appétence au dialogue, au commentaire, à la co-construction. Donc, encore une fois, on est à côté de la plaque par rapport à cette génération pour qui nous sommes en train de concevoir dans toute pièce des retenues qui n'est pas forcément adaptée parce qu'ils n'ont pas eu leur mot à dire par rapport à ça. Donc, il fallait, en amont, impliquer ces étudiants justement dans ce qu'on est en train de faire pour qu'ils comprennent les tenants et les aboutissants et qu'ils comprennent l'aspect historique parce que, n'oublions pas, lorsqu'on s'inscrit tout ça dans un cadre plus général, notre pays est en train de faire un tournant. Il y a des événements majeurs qui arrivent. 2025, 2030, il y a le pacte ISRI, il y a le nouveau modèle de développement. Tout ceci interpelle cette génération. Et encore une fois, à ma grande déception, j'ai l'impression, je me trompe, et j'ai l'impression qu'on n'a pas suffisamment impliqué. Et vous l'avez même constaté dans les échantillons que vous avez pris. Je trouve que vos études sont suffisamment sérieuses. Mais côté effectivement peut-être échantillonnage, j'ai l'impression que peut-être en admettant justement ces étudiants dans l'étude, on aurait pu prendre aussi d'autres sons de cloche qui auraient pu justement permettre à vos études effectivement d'être encore plus pertinentes. Ça c'est la première remarque. Alors deuxième remarque, c'est par rapport aux indicateurs clés de performance. Nous sommes en train de construire un corpus pour les soft skills. Et on part du principe que ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 5 ans pour passer de SA jusqu'à S6. Alors au moins qu'au chemin faisant, qu'on sorte des indicateurs de performance. On ne va pas attendre que les étudiants arrivent à échéance, qu'ils puissent se mettre sur le marché de l'emploi et après on va se dire tiens, ça n'a pas marché. Des indicateurs de performance, je peux dire par exemple l'indicateur de décrochage. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais chaque année, il y a quelque chose comme 300 000 élèves qui décrochent du plan. Et ces 300 000 qui partent rejoindre les 4,5 millions de jeunes qui sont des NEET. Qui sont ni dans l'éducation, ni dans la formation, ni dans le stage. Et donc, il est raisonné pour les soft skills peut-être de façon assez soft. Peut-être ça nous fait oublier effectivement qu'il y a des enjeux derrière extrêmement dangereux, extrêmement drastiques par rapport à ce qui nous habite. Donc les indicateurs de performance, il me semble que c'est important qu'on réfléchisse ensemble. En tout cas, ce n'est pas le ministère tout seul qui est censé faire cet effort de réflexion. Tout le monde est interpellé, toutes les parties prenantes, même les gens qui sont dans les entreprises. Et ça encore, c'est à mon corps défendant que je le dis. J'allais dire un cours, moi je n'admettrai pas de dire un cours de soft skills, je suis désolé. Soft skills, ça ne peut pas être un cours. Ça fait 25 ans que j'anime des séminaires en ressources humaines. Parler de cours, non, ça ne passe pas. En tout cas, je n'arrive pas à parler de cours de soft skills. Et voilà, c'est des séminaires vivants, c'est des mises en situation, c'est des assessment centers, c'est gestion de frustration. Comment vous pouvez faire un cours sur la gestion de la frustration? Vous arrivez dans un entretien d'embauche, le recruteur en face, il va chercher à vous bousculer, vous dire votre tête ne me plaît pas. J'exagère un peu, je caricature, mais ça peut être le cas. Donc, c'est des choses, voilà, il faut pas qu'on soit dans l'adage qui dit celui qui n'a qu'un marteau dans son sac, tous les problèmes prennent la forme de clous. On est en train de chercher vraiment à tailler sur mesure des choses effectivement qui doivent être conçues sous un autre logiciel. Et je finis par le dernier élément. Encore une fois, c'est les parties prenantes. Il faut qu'on écoute les entreprises. Parce que c'est là qu'il s'agit.
faut qu'on ait des comités mixtes avec effectivement des gens de chez nous et des gens de chez eux, et qu'on arrête justement ce clivage entre l'université et son écosystème. C'est beau de le dire, ça fait plaisir, l'écosystème, machin, mais dans la réalité, il y a autre chose qui se passe. Et donc il faut qu'on fasse, j'allais dire, cette rupture épistémologique justement, pour qu'on puisse passer à d'autres logiciels, à d'autres façons de faire. Désolé d'avoir... Oui, merci. Je rebondis juste sur un point. Vous savez, on avait reçu, nous, dans un colloque que j'ai organisé en France, le DRH de Sony. Je suis désolée si on écoute tout ce que le DRH de Sony veut comme personne embauchée. Aucun étudiant pourra y travailler. Ce qui fait qu'à 20 ans, il est déjà 4 ans d'expérience, un master 5 années d'études, il est fait de tout le monde, un voilier, et si possible, il parle 18 langues. Vous voyez, donc, c'est. Il y a une mesure avec l'entreprise, si je puis parler. Ça va. Alors après, on prendra deux autres questions, il nous reste 5 minutes. Moi j'ai une réaction en fait par rapport aux apprenants, parce que j'ai ma réflexion personnelle par rapport à l'introduction des soft skills et des compétences dans le système éducatif. Normalement, ça rapproche pas la compétence, elle est produite selon une ingénierie de formation. Comment on conçoit la formation, comment on conçoit sa mise en œuvre, son exécution. Alors que dans notre système, le travail reste uniquement au niveau de la conception de la formation. On ne touche pas à sa mise en formation. On conçoit les dispositifs selon une approche qui ressemble un peu, il y a les individus qui approchent la compétence. Mais la forme exécutable, c'est la forme ancienne. Donc ça ne marche pas. Parce que quand on parle d'approche par compétence, vous intéressez à l'eau. Parce que c'est la compétence à développer chez l'eau. Quand on définit une compétence, on doit définir les acquis d'apprentissage de cette compétence. Qu'est-ce qu'on va? Donc, ça nous amène à un descripteur, des critères de performance. Donc, on doit définir d'abord c'est quoi exactement cette compétence. Qu'est-ce que je dois attendre le learning chez l'apprenant? C'est exactement quoi? Pour le cibler par les actions de formation, pour pouvoir le mesurer après, pour l'évaluer. On n'a pas cette approche. D'ailleurs, les systèmes de critique intégrés dans le système GMT, c'est la même vision. C'est la charge de travail de l'étudiant. Alors que nous, on a intégré dans le module, on a appelé le semestre 70 crédits, on a divisé par le nombre de modules, divisé par 6, c'est 5 crédits. Est-ce que 5 crédits, ça vaut 150 heures de travail? Il faut le prouver. Est-ce qu'on tient compte du chronogramme du travail d'un étudiant dans le processus de formation? On vient en sélectionnement à l'enseignant. Voilà. Tout ça doit être réfléchi en mettant l'apprenant au centre. Si on met l'apprenant au centre, on va avoir toutes les réflexions qui convergent vers l'apprenant. Donc, je dois le planifier par exemple l'enchaînement des examens. Si tu vas faire le stage, quand tu vas faire le cas, donc on doit organiser son programme de travail et non pas organiser le travail de l'enseignant. Donc, ça, c'est un changement que je pense qu'il faut. Tout le problème, je pense, est là. Et notre système éducatif s'arrête une fois la filière exécutée. Merci de s'exprimer. Merci, M. le maire, pour les commentaires. Oui, je reviens rapidement sur la notion d'indicateurs de référence, tout à fait. Généralement, lorsqu'on construit dans un dispositif de formation des compétences, on prévoit des indicateurs de référence qu'on les appelle les descripteurs, c'est-à-dire le niveau de maîtrise de la compétence. Ça, c'est tout à fait important dans l'ingénierie de formation, c'est tout à fait adapté de le faire. Mais généralement, on se réfère bien sûr à la définition de notre recherche, bien sûr comme des collègues, et on essaiera de dévoiler les compétences qui sont développées à travers la formation et qui émergent dans l'action. Et c'est vrai qu'on est parti du fait que la compétence, la définition qu'on a attribuée de la compétence, c'est la mobilisation, bien sûr, des ressources, la connaissance des métiers, pas la connaissance des métiers pour, bien sûr, pour résoudre des problèmes de la pratique. Les métiers
C'est-à-dire, je prends par l'exemple de reconnaissance pour enseigner, ça c'est une situation professionnelle qui se développe. Donc, les femmes de situation, c'est elles qui définissent sa compétence. La compétence, on ne peut pas les définir comme ça, dans des situations professionnelles. Et cette famille, c'est celle qui définit la compétence, c'est comme ça qu'on a postulé à travers les. C'est vrai qu'il dimension tout à fait importante dans les descripteurs qu'un compétent ne s'agit pas de réussir la tâche qui devient compétent. Non, il y a une autre dimension métaphysique où l'étudiant va comprendre pourquoi et comment il a réussi. Cette prise de distance est tout à fait importante dans le développement de compétences. C'est vrai que la compétence est reconnue, bien sûr, on le voit, mais l'élève ou bien l'étudiant doit aussi être conscient que la compétence, qu'il a développé cette compétence et conscient, bien sûr, se distancier parce que c'est ce qui est fait dans la résolution de problème, etc. Et c'est une dimension tout à fait importante pour développer les descripteurs dans ce travail important. Merci pour la question. Merci. Interagir avec monsieur concernant que le fait que tout le monde est interpellé. Parce que qu'est-ce qu'on cherche au juste? Quel profil de citoyen on cherche? C'est pas, vous avez par exemple demandé de faire venir les entreprises pour ne pas seulement encadrer les soft skills dans le cadre matériel et économique. Ce qu'on cherche, c'est une personne, c'est un bon citoyen. C'est-à-dire le côté humain, les compétences socio-émotionnelles. C'est-à-dire on n'a pas besoin des médecins, des psychologues, tout le monde est interpellé, toute la société, pour voir quel profil on cherche pour un futur citoyen et un futur employeur. Et d'ailleurs, par exemple, si vous avez parlé de la frustration, la gestion du stress, parce que pour ne pas négliger l'importance de la formation des soft skills de point de vue court, il y a une partie qui est très importante, c'est quoi? Parce que si on veut développer, on doit d'abord être conscient de soi. Si par exemple quelqu'un qui vit la frustration, mais il ne connaît pas c'est quoi la frustration. Le jour où il sera, qu'est-ce que c'est quoi, comment on ressent et comment on va changer de comportement. Parce qu'un changement de comportement, ça commence au niveau des idées qu'on a à l'intérieur de notre cerveau. Si on commence à changer nos réflexions, nos visions, avec le temps, ça demande du temps, on va changer mon comportement. Merci beaucoup. Vraiment, je vais avoir une question, je crois que on a eu un peu de retard. Ma question concerne merci d'abord pour ce panel très pertinent sur la formation de futurs enseignants. Ma question concerne le fait que le ministère a mis en place des critères très rigoureux. Concernant l'âge, par exemple, la mention du diplôme et ainsi de suite. Et je vais prendre l'exemple sur Si vous pouvez une parole de ce matin qui on avait dit que pour le profil d'un candidat aux études de médecine, s'il ne fait pas d'abord preuve de compétences normatives, il devrait être écarté de ces études. Donc ma question concerne le futur enseignant. Là, tout à l'heure, quand je vous ai dit, je pense que ce candidat-là, il a candidaté, il a été accepté, il est sur les rails, il est en formation, en cours de formation. Là, moi, je parle d'avant, à la candidature. Est-ce qu'il n'y a pas un dispositif qui identifie un prérequis de compétences d'abord avant de mettre sur les rails de formation? Voilà. Et pour, ça c'est la question, et pour juste je voulais en faire part tout à l'heure, et pour faire suite à ce qu'avait dit notre collègue, il y a beaucoup de questions qu'on pose. Et les questions sont déjà là, parce qu'elles sont passées dans d'autres moments, dans d'autres événements, Est-ce qu'on pourrait créer un espace en ligne où il y aurait des rencontres sur site, avec des blogs, avec des études, où on pourrait mettre en ligne ces études déjà faites? Moi, j'ai été franchement agréablement surprise par la navette qui a été faite au préscolaire primaire, présentée par un monsieur dont j'ai oublié le nom ce matin. J'aurais aimé être au courant de tout ça, parce que j'allais dire, tiens, si on a des étudiants à l'université qui manquent de compétences, c'est parce que au primaire, pendant les 11 années avant, mais si on était au courant du chantier mis en place, des efforts et tout cela, j'aurais mis de côté cette question, par exemple. Donc, un espace où on pourrait faire de la continuité, d'accord, et répondre à nos questions
Désolée. Donc très brièvement, après il y a une pause de 20 minutes. Après, pause, une pause. Ah, d'accord. On va continuer, donc on enchaîne. Je tiens à vous remercier pour pardon. D'accord, ok. Et Alors, selon vous répondre. D'accord, merci. Alors, pour la réponse, est-ce que les futurs enseignants, à l'entrée des centres de formation, est-ce qu'ils sont préparés à l'avance? Il y a un descriptif concernant les examens d'entrée, les examens, parce qu'il y a un examen écrit, il y a un examen oral. Et pour l'examen oral, les connaissances qui sont testées par écrit, mais au niveau de l'examen oral, il y a une grille d'évaluation qui est dans certains cas partagée avec les candidats. Ou qu'est-ce qu'on vise dans cette grille d'évaluation? Le côté connaissance disciplinaire relatif à la discipline qui va enseigner dans le futur jour, qui vont venir. Il y a aussi le côté didactique relatif à la discipline. Il y a le côté maîtrise des TIS, c'est-à-dire il fait une démonstration, c'est-à-dire est-ce qu'il est capable d'utiliser un PC, etc. On voit aussi la communication orale avec la langue arabe et la langue française. Et on voit aussi est-ce qu'il y a une culture professionnelle et générale. Ce sont ça les indicateurs qu'on vise dans la grille d'évaluation à l'entrée au métier. merci beaucoup. Il y a aussi un test, actuellement, dans l'expérimenté un test avec test métier, TME, test métier, qui se fait bien sûr, où il y a des mises en situation, moi j'ai participé à la conception de mise en situation, où on cherche la disposition des risques pour le métier. Ça c'est un test qui se fait, c'est la première fois que Merci beaucoup. Je vous laisserai échanger les uns avec les autres aussi dans votre moment. Merci. Je crois que vous avez bien aimé.